Salut, c'est Étienne Tremblay de la machine à mixer. Aujourd'hui, les amis, on va faire un parcours des fonctions de SoundID Reference, qui est dans le fond l'upgrade, la nouvelle version de Reference 4, qui était l'ancien logiciel de SonarWorks. SonarWorks, si vous ne connaissez pas, c'est quoi? C'est un logiciel de correction, de calibration des moniteurs. J'avais fait une capsule sur le sujet, je vais vous mettre le lien dans la description. J'utilise encore aujourd'hui SonarWorks. Pour moi, ça a été vraiment un game changer. Ça a permis de réduire presque à zéro les corrections que j'ai besoin de faire quand je sors les mix de mon studio puis que j'écoute à gauche puis à droite. Bref, mes mix sont vraiment meilleurs, ont été beaucoup améliorés là, grâce à SonarWorks. Évidemment, comme je le dis toujours, ça ne remplace pas le traitement acoustique, mais en plus du traitement acoustique, ça peut vraiment faire de votre écoute là, une écoute super fiable, vraiment solide. Là. Fait que donc, SoundID, l'interface est un petit peu différente. Là. En gros, dans les fonctions, on va commencer tout premièrement par les fonctions au niveau là, de l'interface de l'EQ. On a des sliders dans les hautes, puis dans les basses, qui permet d'annuler, dans le fond, la calibration, là, la courbe là, que vous voyez en vert. Dans le fond, c'est la courbe de correction de mon écoute. Et puis avec les sliders, ça permet dans les hautes ou dans les basses de mettre ça flat, dans le fond, de ne pas faire de correction. Moi, je trouve ça intéressant, entre autres pour les moniteurs puis pour les écouteurs. Là. Pour les moniteurs, entre autres, là, moi, des fois, dans les hautes, je trouve pas ça toujours nécessaire de corriger les très, très hautes fréquences au-delà de 10 000. Comme là, il y avait un petit boost un peu dans le 10 000 qui est pas désagréable, mais qui est pas nécessairement super utile. On peut l'enlever. Puis dans les écouteurs, souvent, ils vont corriger, ils vont baisser beaucoup les gros boosts qu'on va avoir sur certaines marques d'écouteurs, sur certains modèles d'écouteurs. Et puis moi, personnellement, je préfère avoir cette surreprésentation-là des hautes pour les écouteurs, parce que souvent, les écouteurs, moi, je fais les écoutes pour regarder, pour vérifier s'il y a du bruit de fond, s'il y a des clips et des choses comme ça. Fait que j'apprécie des fois la over-présence de haute fréquence. Fait qu'à ce moment-là, ça permet d'éviter d'avoir la correction dans les hautes puis dans les basses. Fait que ça, bel upgrade. En plus de ça, on a des EQ. On peut, dans le fond, modeler la courbe de correction avec des EQ. Comme là, vous voyez, moi, j'ai fait un boost ici dans les low mid, juste pour remonter un petit peu cette coupure-là, pour ramener un petit peu de chaleur et de rondeur dans l'écoute. On a évidemment le choix de la fréquence, le nombre de dB. Et le Q-Factor, comme n'importe quel EQ, là, on peut enlever cette courbe-là, puis on peut tout simplement la remettre rapidement. Là. Tout à coup, c'était comme disparu pendant un instant. Fait que bref, on peut ajouter des EQ facilement pour justement modeler la courbe, des EQ peak. Puis on a aussi des shelving dans les hautes pour, disons, monter l'ensemble des hautes, descendre l'ensemble des autres. Et aussi, évidemment, on a un shelving dans les basses fréquences qu'on peut monter ou descendre l'ensemble des basses fréquences dans le fond de la courbe, encore une fois. Là. Fait que c'est pas comme un EQ qu'on met sur l'EQ, mais on vient tout simplement remodeler un petit peu la courbe de correction d'égalisation. Fait que ça, moi, je trouve que c'est une super belle addition, mais ces deux additions-là, les sliders et l'EQ, parce que c'est sûr que la correction des moniteurs, c'est un processus qui est objectif dans la mesure où que, on nous envoie un microphone, il y a le logiciel, c'est calibré, fait que c'est fait avec un logiciel puis un microphone de calibration. Mais dans tous les cas, l'écoute des moniteurs, il y a toujours la question de goût qui rentre en compte. Certaines personnes peuvent apprécier des haut-parleurs avec plus de basses, moins de basses, plus de hautes, moins de hautes. Même chose pour les mids, les low mid, etc. Fait qu'il y a la question de goût qui rentre quand même en compte, qui est importante. Fait que ça permet, en tout cas pour moi, ça me permet de juste fine-tuner légèrement la courbe d'égalisation pour que ça convienne un petit peu mieux là, à mes goûts. Puis, comme vous voyez ici, on peut sauvegarder un nombre infini là, de presets, de user presets. Fait que vous pourriez vous faire des modes, disons, je sais pas, moi, preset numéro 2, c'est le mode fin de soirée, où qu'on vient réduire les basses fréquences pour pas déranger les voisins. Puis on a le mode pleine fréquence pour à tous les jours. Là. Fait que bref, on peut se faire un nombre infini de user preset. Et ils ont ajouté aussi une vingtaine, là, un petit peu plus d'une vingtaine, je pense, là, je ne les ai pas comptés, mais si vous voulez, de translation check. Les translation check, c'est dans le fond des courbes qui vont émuler la réponse en fréquence de soit d'une voiture, soit des petits AirPods, d'un laptop, etc. Fait qu'on a plusieurs types d'émulation. On a aussi, disons, des studio speakers comme des Mixcube NS1. Je peux vous faire écouter là, rapidement d'ailleurs comment sonne cet EQ-là.
Je vais enlever là, la correction. Juste qu'on va l'écouter. Là. Vous allez écouter quand même là, la courbe là, ici. Ici, on va faire un tour sur Translation Check. Je vais attendre que la musique démarre. Là. Fait que là, comme vous voyez, c'est dans le fond, encore une fois, c'est un petit peu comme le même principe de l'EQ. Ils viennent modeler la courbe de correction. Fait que c'est pas comme un EQ vraiment random, ils viennent remodeler évidemment la courbe de correction d'origine des moniteurs pour, en plus de ça, émuler. Moi, je trouve ça vraiment intéressant. Tu sais, il y a beaucoup de marques de moniteurs. Ben, beaucoup. Il y a des marques comme les Barefoot, qui sont quand même une grosse marque là, de moniteurs, qui ont un petit contrôleur sur le côté pour justement faire une émulation de NS10, de Mixcube, pour justement écouter différents contextes. Moi, je trouve ça intéressant justement dans les modes des fois un peu extrêmes comme le laptop qu'on a que des mids, ça permet de voir le niveau de la voix avec les autres instruments qui sont dans les médiums pour voir si la voix ressort bien. Il y a différents éléments comme ça, bref, qui peuvent être intéressants, qui vont ressortir selon justement la courbe d'égalisation. Après, évidemment, si vous avez une voiture puis vous connaissez bien votre voiture, allez dans votre voiture. Mais ça, moi, je trouve ça intéressant quand même là, d'avoir ces courbes-là. Et puis, avec le Sound ID Reference, maintenant, on peut utiliser aussi un contrôleur MIDI. Puis, on peut assigner le contrôleur MIDI pour contrôler différents paramètres. Fait que vous pourriez justement contrôler les targets comme ça. Si je ne m'abuse, là, si j'ai bien compris, là, parce que je ne l'ai pas essayé, là, mais on peut changer justement les targets. J'ai l'impression que si on change le contrôleur MIDI, peut-être c'est juste de changer comme ça, de passer des 3. Là. Je ne sais pas si on peut se promener dans les différents presets, mais bref, on peut assigner justement un contrôleur MIDI pour différentes fonctions, parce qu'on a aussi le stéréo à mono qu'on peut assigner au MIDI, le fait de passer des deux côtés, gauche-droite, de changer les deux côtés, le mix wet dry. Il y a quelques détails comme ça là, qu'on peut contrôler avec un contrôleur qui va être assigné sur Sound ID Reference. Fait que ça, c'est une addition qui est vraiment intéressante. À part de ça, dans les autres upgrades, que là, là, ça dépasse un petit peu mon niveau de connaissances techniques, mais il est supposé d'être un petit peu mieux intégré dans Windows. Moi, en tout cas, dans l'utilisation jusqu'ici, je trouve qu'il est moins en conflit, puis il fonctionne mieux. C'est un petit peu plus fluide quand je veux l'appliquer sur l'ensemble du système. Si, mettons, j'écoute de la musique sur un browser Internet, des choses comme ça. Fait qu'il est assez bien intégré. J'ai lu aussi qu'il peut agir en tant que driver ASIO, puis être connecté au DA. Là, je vais vous avouer, je ne suis pas certain exactement là, c'est quoi les tenants et aboutissants là, d'une fonction comme ça, là, mais bref, ça fait partie des upgrades. Puis en plus de ça, il y a moyen aussi d'exporter les courbes de correction en fichier .bin pour l'uploader sur du hardware. Là, j'ai vu sur le site web qu'il y a juste comme 2 compagnies là, pour l'instant. Là, une compagnie qui fait une carte de son, des compagnies de haut-parleurs. Fait que vous pouvez uploader là, directement sur la carte de son ou sur les haut-parleurs la courbe de correction. Bon, je sais pas à quel point c'est utile, mais ça fait partie là, des nouvelles fonctions. Fait que moi, en gros, ce que je trouve super intéressant personnellement, c'est vraiment le fait de pouvoir fine-tuner les fonctions principales, les changements principaux là, qui sont de pouvoir ajuster la courbe d'égalisation. Ça, moi, j'en avais même déjà un petit peu parlé là, dans le passé, que je trouvais que ça manquait un petit peu là, des fois de possibilités au niveau du fine-tuning, parce qu'encore une fois, la question de goût est super importante dans l'écoute. Des fois, de pouvoir juste légèrement ajuster, ça peut faire toute la différence dans le confort d'écoute. Puis après, les translation check. J'ai pas eu l'occasion beaucoup encore là, de jouer avec ça dans mes contrats de mix, mais je vais l'explorer dans le futur. Moi, je trouve ça intéressant en tout cas d'avoir ces fonctions-là. Puis au bout du compte, je pense que si on connaît bien certains des presets de translation check, puis qu'on sait un petit peu l'effet que ça fait, ça peut, je pense, nous aider des fois à placer nos voix, certains instruments dans nos mix. Bref, allez l'explorer. Vous pouvez de toute façon là, télécharger une version gratuite puis l'essayer. Si vous avez eu l'occasion de l'essayer, si vous allez l'essayer, revenez me dire dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez. Ou si vous ne l'avez pas essayé, dites-moi aussi dans les commentaires. N'hésitez pas à m'écrire si vous trouvez ça intéressant ou non, les corrections qu'ils ont effectuées sur Sound ID Check. Là, j'ai vu que l'upgrade, si vous le possédez déjà, c'est comme $39. C'est de $39 US ou euros à $89, tout dépendant de la version que vous avez. Fait que c'est quand même
pas trop cher. Moi, je pense que ça en vaut la peine. Encore une fois, ça dépend de la version, puis ça dépend évidemment de votre intérêt pour les nouvelles fonctions. Mais je trouve que ces fonctions-là de fine-tuning, moi, je les trouve personnellement vraiment utiles. Puis c'est un petit peu plus fluide en général avec le reste du système sous Windows. Là, j'ai pas essayé, évidemment, sur un système Apple. Fait que ça, je pourrais pas vous dire, malheureusement, s'il y a un upgrade ou non. Mais bref. Fait que voilà. C'est tout pour aujourd'hui, les amis. Mettez un petit pouce bleu. Vous avez apprécié cette capsule. Abonnez-vous à ma chaîne, évidemment. Parce que des vidéos, il y en a comme ça à chaque semaine. Et dans tous les cas, on se retrouve la semaine prochaine. C'est Étienne Tremblay pour La Machine à mixer. Abonne-toi. N'aie pas peur. Allez, clique. Abonne-toi.